Pour expliquer un peu le dispositif du film. Ce dispositif en trois écrans, pourquoi ce film a été fait, c'était dans un cadre très particulier. Voilà, peut-être l'un ou l'autre d'entre vous nous raconter la genèse de ce projet. Oui, avant tout, merci beaucoup au Festival Écran Mixte pour l'invitation. Merci à vous toutes et tous d'être présentes aujourd'hui. Ça me touche beaucoup. Merci à Didier aussi pour cette question, puis aussi pour nos échanges passés et à venir. Ce projet encore plus, ce film précisément, il est né d'une demande de la part du musée Le Mucem à Marseille, qui a organisé en 2021, ouais, c'est ça, en 2021, une exposition qui était en fait un projet au long cours qui a mis plusieurs années, je pense près de 6 ans à se mettre en place, sur le VIH-Sida en France, principalement, qui revient sur le phénomène global que c'est, mais en se concentrant sur la France. Et donc, ils ont proposé, dès le début, en fait, certaines personnes qui faisaient partie du comité scientifique avaient connaissance de l'existence du journal de Lionel Soucasse, et ont eu envie que des images soient présentes. Donc on nous a posé la question assez tôt de ce qu'il fallait en faire, et puis disons que dans notre relation à Lionel et moi, c'est une histoire de longue date de se demander, maintenant que ce journal de près de 2000 heures existe, comment est-ce qu'on fait pour... Journal vidéo, hein, évidemment. Merci, oui, merci de préciser. Le journal anal, donc journal vidéo de près de 2000 heures existe, comment on le rend accessible? Donc on s'est beaucoup posé la question de montage, on a fait plusieurs tentatives auparavant. Et donc quand cette proposition arrive, on se dit voilà, que déjà, compte tenu du contexte de l'exposition, ce qui est intéressant, ça serait, à défaut de pouvoir tout couvrir, de se concentrer sur la question des mobilisations collectives. Et puis, comme c'est dans un contexte muséal, mais aussi parce que c'est aussi proche de notre culture de cinéma en termes esthétiques, du cinéma expérimental aussi, on se dit que ça serait intéressant de le montrer sur plusieurs moniteurs. On commence pas tout de suite sur 3, mais sur plusieurs moniteurs à la fois. Et qui est une forme déjà qui n'est pas nouvelle pour Lionel, qui avait déjà fait un de ses premiers films qui s'appelle X en 1980, qui a été sur plusieurs versions, mais dont la version la plus montrée maintenant est sur 2 écrans. Mais surtout, je pense pour ce projet, ça permettait de donner la notion du volume. C'est-à-dire que même si on découvre l'installation comme ça, on voit qu'il y a beaucoup de choses, qu'en fait il y a de quoi faire. On voit 1 heure de film, mais en fait il y avait déjà 3 heures, et donc d'avoir cette idée d'accumulation, de multiplication, d'écho. Et donc la forme que ça a pris, elle nous a été permise par l'idée que ce soit montré dans un musée, mais c'est aussi important pour nous qu'il soit montré en salle de cette façon-là. Je ne sais pas si ça répond à tous les enjeux. Oui, largement. Mais justement, alors je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont eu l'occasion d'aller au Mucem et de voir éventuellement le film à ce moment-là. Mais pour moi qui l'ai fait, c'est une expérience très différente de le découvrir là, dans cette version-là, avec les 3 écrans en simultané, ou en tout cas côte à côte. Et puis cette expérience qui était finalement beaucoup plus immersive et beaucoup plus fragmentaire, j'ai envie de dire, dans l'exposition du Mucem. Est-ce que vous avez, quand vous avez imaginé le projet au départ, il y avait quand même aussi cette volonté que le film soit montré dans les conditions dans lesquelles on le voit aujourd'hui, ou est-ce que c'était prévu pour un projet purement éphémère le temps de l'exposition, pour le coup? Bon, je pense que nous, on fait des films parce qu'on veut qu'ils soient vus. Donc l'idée de l'exposition, c'était super parce que ça a permis à des milliers de personnes de la voir, mais qu'après, on avait envie que ça reste pas que à Marseille, que ça puisse circuler. Et on sait que les opportunités de présenter en exposition sont rares. Et donc non, dès le début, on avait l'idée de prendre cette opportunité de faire une pièce pour l'expo, pour en faire un film. Et donc ça veut dire penser aussi à la juxtaposition des images dans ces 2 dimensions-là, finalement, dimension muséale et dimension cinématographique. Absolument. Et d'ailleurs, je pense que l'aspect le plus important, c'est que dans l'exposition, il était montré en boucle. Donc il y a donc on a beaucoup réfléchi au fait qu'on puisse prendre le film au milieu et quand même pas être perdu et trouver des repères, et donc voilà, et puis de pas aller jusqu'au bout, mais quand même avoir vu quelque chose et compris quelque chose. Mais on pensait, donc il y avait un peu un double travail de montage quand même, de se dire, et c'est bien qu'il y ait un début et une fin, donc le fait d'ouvrir avec cette prise de parole d'Hervé qui ouvre le film là, de conclure sur le patchwork des noms, c'était aussi penser
avec cette idée d'une projection avec un début et une fin. Et en même temps, en se demandant, il faut un début et une fin qui peuvent aussi se connecter. Donc, qu'est-ce qui peut être avant Hervé? Qu'est-ce qui peut être après le patchwork? Donc, voilà, pour donner un exemple du fait qu'on pensait vraiment tout le temps aux deux types de diffusion. Tu tiens la parole. Tu délègues la parole, Lionel, c'est très bien. Ce qui est très fort dans le film, enfin en tout cas ce que je ressens, j'imagine pour un certain nombre de celles et de ceux de ma génération qui ont traversé cette époque, qui ont vécu à plus ou moins grande distance cette époque et ces événements, c'est à la fois de voir ressurgir des visages, des noms, des mots, des paroles, des formules, d'individus pour le coup, et il y en a beaucoup dans le film, et aussi de voir cette énergie collective, cette créativité collective. Ça aussi, ça faisait partie du projet du film, d'avoir cette juxtaposition-là, ce double discours, j'ai envie de dire. Ah non, Lionel. Oui. Non, absolument. C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait, quand tu filmais, un aller-retour entre le collectif et des individus, et comment toi tu filmais? parce qu'en fait, j'ai commencé enfin voilà, c'est toujours des raisons intimes. Donc voilà, Hervé, qui était mon ami, mon amant, mon amour, est parti à New York rejoindre un ami que j'avais là-bas, Doug Ireland, qui était journaliste et qui donc était en tant qu'homosexuel et radical. Il s'était présenté aux élections à New York, etc. Avec Bella Abzug. Et donc, pourquoi je dis ça? Et donc, ils m'ont... C'est moi, oui, j'ai été voir la FLS. À Lille, j'étais invité à un festival et j'ai commencé à montrer des images et Marc Anguenot-Franchequin de l'Agence française de lutte contre le sida donc m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de faire un documentaire sur le 1er décembre 92 avec plusieurs caméras, plusieurs équipes. On a été à Dijon, en Normandie, dans des écoles, etc. Et bon, j'avais pas un sou, et donc cette proposition, je l'ai acceptée tout de suite. On m'a proposé 80 000 francs pour que je fasse une heure. Je l'ai fait, et ça leur a pas plu à la FLS, et donc ils l'ont laissé dans un tiroir, et voilà. Et le film n'est pas... Personne n'a vu à l'époque. Ils l'ont emmené à le truc mondial, là, tu sais, du sida. Et donc, voilà, la conférence mondiale, oui. Bon, à cette époque, il n'y a pas de trithérapie, évidemment. Enfin, il y a la mort devant et rien d'autre. La ZT fait beaucoup de victimes aussi. Il est pris en dose trop massive. Et voilà, moi je suis séropositif. Je l'ai appris en 84. Pendant le tournage du film Kino, Guy reçoit un coup de fil et c'est son médecin qui lui annonce qu'il est séropositif, ce qui était une condamnation à mort à l'époque. Et je ne sais toujours pas pourquoi je dis ça. Si je pense que c'est pas mal, je peux juste remettre un peu de contexte. Donc, en effet, ça c'est les débuts du journal. Donc il y a Lionel commence à filmer pour montrer son quotidien. Il y a cette demande de la FLS, donc qui est une commande qui est faite pour le 1er décembre 92. Donc c'est pour ça que l'année 92 dans le journal et dans le film sont très représentées, parce que à l'occasion de cette journée-là, il y a énormément d'images qui sont tournées. Mais vous avez vu que par exemple sur les Pride, on a un éventail qui commence de 91 et qui dure jusqu'à 2013, je pense qu'on a laissé dans le film. Et non, 2010, ça s'arrête pour ce film-là. Et du coup, ça, c'est des événements collectifs auxquels Lionel participe. Et ce qui est important de se rappeler, c'est que vraiment, ça vient d'un journal filmé et dans lequel il filme sa vie. Et donc, c'est aussi
voilà, son parcours à lui, de personnes séropositives dans ces années-là, qui est aussi engagé et qui va vers le collectif. Et donc on a autant des séquences individuelles, personnelles, comme la séquence d'ouverture, comme le moment où il regarde la télévision et où il y a cette idée d'adhérer à Act Up Paris, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le film, où il y a des petites bribes qu'on a volontairement laissées pour rappeler les origines de ces images, que là on s'est beaucoup concentré là-dessus, sur les mobilisations collectives, à l'occasion de que Lionel filme à l'occasion de ce film de commande, mais aussi parce qu'au quotidien, en fait, quand on habitait Paris, qu'on a le parcours aussi de Lionel en faveur de la liberté, de défense de ses droits, entouré de personnes qui sont toujours battues pour leurs droits, pour la lutte, bien sûr d'abord pour la libération homosexuelle, et puis ensuite par solidarité ou concernées par plein d'autres luttes, et qui sont transversales là, dans l'épidémie de sida, les questions des sans-papiers, des personnes trans, des usageurs de drogue, enfin tout ça est un mode de vie qui apparaît dans le journal, et qu'il était du coup indispensable de le laisser apparaître dans ce film. Oui, parce que c'est ça aussi qui est très passionnant dans le film. C'est et on a tendance, et moi le premier, souvent, à réduire l'épidémie de sida à la communauté gay. Or, ce qui est très fort dans le film, c'est que c'est ce lien avec d'autres communautés qui, en parallèle, de façon complètement imbriqués, enfin associés, solidaires, se mêlent. Et je trouve que le film porte ça aussi, montre effectivement les personnes trans, montre les usagers de drogue, etc. etc. Et je trouve que c'est effectivement très fort de réussir à marier ces luttes. Je trouve que c'est vraiment une des dimensions les plus passionnantes du film, quoi. C'est de nous rappeler, et à moi le premier, et j'imagine un certain nombre d'autres que moi, que les gays n'ont pas été les seuls victimes, ni même engagés. Et on voit aussi la place des femmes dans ce combat-là, dans le film. Ça aussi, c'est quelque chose que vous aviez envie de pointer, cette diversité. Non, tu parles très bien, je veux dire, tu dis exactement ce qu'il faut dire. Je ne peux rien rajouter, si ce n'est voilà, des petits détails. Bon, là, j'ai acheté une caméra, je suis parti en Argentine avec, elle n'a pas passé la cordillère des Andes, elle est morte. Et donc, voilà, sans caméra, ça n'allait pas, donc j'en ai racheté une tout de suite, une anglaise, avec des prises différentes, enfin bon. Et puis j'ai commencé à faire des montages en VHS, avec 2 VHS, 2 magnétoscopes et tout. Voilà, des tentatives. Et je m'en sortais jamais. Il y en avait trop. Et puis voilà, le prince est arrivé avec sa baguette magique et il a fait ça. Voilà. Et moi, quand j'ai vu, j'ai dit, mais voilà, c'est exactement ce que je voulais dire et montrer, et bravo à toi et merci et je t'aime, quoi. Voilà, d'avoir fait une espèce d'opération psychologique de mes ressentiments à l'époque, parce que j'étais donc très très malheureux de la perte de mes amis Kyoken Game, Copy, et tous les autres, toute la bande, tout ce qu'on a appelé la constellation Ken Game, qui a été touchée en premier lieu, c'est-à-dire tous les acteurs du film Rasdep que j'ai réalisé avec Guy en 79 sont morts maintenant. Et voilà, et il faut laisser une trace, je pense, pour la mémoire du futur, si futur il y a. Donc tout s'est fait vraiment par magie et par son travail immense de dérocher 2000 heures, d'arriver à concentrer sur 3 écrans. Ça, on y tenait, mais on ne savait pas. Moi, je me suis dit, bon, il y a 2000 heures, je veux tout passer parce que je ne veux pas enlever une seule seconde de vie à ces êtres que je filme et que j'aime. Et donc, je n'avais pas à monter, quoi. Je ne pouvais pas. Je pouvais pas. Et puis, Stéphane est arrivé. Zéro. Mais du coup, aussi pour revenir précisément sur
je pense que ta question a à voir avec la diversité, au sens des luttes aussi, des fronts de lutte. En fait, le risque, et donc c'est quelque chose qu'on avait vraiment en tête, parce que le risque, c'était d'être proportionnel par rapport au film, au journal, pardon. Or, le journal en lui-même, c'est un journal subjectif, c'est son quotidien, donc il y a évidemment beaucoup cette constellation dont Lionel parle, donc malheureusement pas celle qui est déjà disparue quand le journal commence, mais juste celle de son quotidien, José Cuneo, ceux qui sont nommés à la fin, Pablo Pérez, Hervé Cuergo évidemment, et qui représentent plutôt ce que tu désignais comme l'imaginaire collectif de l'épidémie à cette époque, c'est-à-dire des mecs gays, quoi, qui sont, c'est bien sûr une tragédie, mais Lionel déjà à l'époque est conscient que cette épidémie, elle va au-delà de ça, et donc c'est présent dans le journal, mais ça a été une volonté de se dire qu'il fallait que ce soit particulièrement présent dans le film. Donc en effet, on a cherché, moi j'ai posé la question, j'ai dit à Lionel, mais je suis sûr d'avoir déjà vu, parce que évidemment, travailler sur 2000 heures d'images, c'est se battre contre sa mémoire tout le temps, parce qu'on a beau avoir des outils comme l'inventaire que Lionel a fait, on a beau visionner, en fait on oublie quand même, et puis on a un vague souvenir, on ne sait plus sur quelle cassette c'est, donc on a inventé des outils pour essayer de s'y retrouver. Et donc là, de dire à Lionel, je pense que tu avais fait quelque chose sur l'Afrique, donc on avait ce souvenir de la journée du 1er décembre 92 où tu avais filmé l'arbre à palabres et l'Uraka. Et puis j'ai retrouvé en cherchant autre chose, la cassette avec ce militant africain qui vient parler de la situation de la prévention en général dans la culture africaine, et puis de la même façon sur les questions trans, on avait très envie de le faire, et puis Lionel était sûr d'avoir filmé des choses plus tôt, et en fait il y a des personnes trans qui apparaissent à l'image mais qui ne parlent pas spécifiquement des questions trans, et donc là c'est pour ça qu'on a des images qui d'un coup viennent de 2011, alors que jusqu'ici on était plutôt au début des années 90, mais voilà, on voulait vraiment que ça rende compte pas forcément de l'ensemble des luttes, parce que tu as la gentillesse de nommer les femmes par exemple, mais la période du militantisme français où on s'intéresse vraiment à la question des femmes, qui est le tournant des années 2000, où d'ailleurs il y a plusieurs présidentes à la tête d'Act Up Paris, etc. C'est une période où Lionel ne filme plus. Donc c'est pas un désintérêt, je pense que tu devais sans doute être proche d'Act Up à ces moments-là, t'intéresser à ces questions-là, mais il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'image, donc en fait c'est pas forcément présent dans le film, mais au moins d'avoir la tentative d'aller le plus possible chercher là où ça apparaissait dans ce qui existe. Voilà. Et voilà, et l'envie, oui, aussi de s'entourer d'une famille, et, disons séropositive, enfin voilà, qui fait que, avec Hervé, on a créé une association dont il était le président et moi le trésorier, et qui s'appelle Archiver Plus, qu'on a appelé Archiver Plus, et qui existe toujours, et qui est voilà, le producteur de ces images, parce que le budget, c'était donc combien ça coûtait de l'heure, je ne sais plus, je me souviens plus, mais bon, ça fait quand même 2000 heures de pellicule magnétique, ça fait beaucoup d'argent quand même. Et tous, on était assez misérables quand même. Voilà, donc quand on est pauvre, on a tout à gagner à vivre ensemble. Et c'est aussi des histoires d'amour, disons, croisées entre José, Hervé, Pablo et moi. Bon, voilà. Et puis après, il y a Diego qui est arrivé, etc. Donc, on est restés des amants, amis. On se sentait plus fort ensemble, quoi. Face à la mort annoncée, parce que donc, avant 96, l'arrivée des trithérapies, il n'y a pas d'espoir possible pour les malades. Il y a cette phrase très belle de Bernard Sellier dans le film vivre, être un homme debout, c'est ne pas oublier ses morts. C'est une phrase qui résonne quand même incroyablement. Bernard est mort peu de temps après, oui. Ouais. On voit Lala qui rentre aussi à un moment. Ça, c'était au jeu de paume, donc, où il y a Kouchner qui passe, etc., et puis qui part en se coiffant comme ça dans le rétroviseur, qu'on a monté un peu après. Il se trouve que Douce de Blazy, c'est pareil. Et puis la voiture part au loin. Monsieur le ministre est passé.
Et puis après, avec AZT, voilà, une chose est apparue, c'est l'amour. Voilà. Alors pour clarifier, AZT, c'est donc le nouveau film qu'on vient de réaliser, qui est en ce moment montré au Palais de Tokyo, dans une exposition qui s'appelle Exposé. Et donc c'est le diminutif du titre entier qui est Artiste en zone troublée, qui est donc un titre que Hervé avait trouvé, qui était une proposition de titre pour le nom de l'association dont parlait Lionel, qui s'appelle finalement Archivé Plus, mais une des options c'était celle-là. Et on a choisi ce titre parce que ça résumait pas mal justement cette constellation. Oui, donc il y a eu encore plus, et puis il y a ce nouveau film Artiste en zone troublée, qui est donc un portrait à partir du journal, et qui est le deuxième film d'une série de 3, a priori, qu'on fera à partir du journal pour l'instant. Il y a quelque chose de très intéressant dans le film, après je vous laisserai la parole si vous le souhaitez, mais il y a une chose que je trouve très intéressante aussi dans le film, c'est qu'il y a évidemment toutes ces images d'archives, toutes ces images du journal dont on parle là depuis le début, mais il y a d'autres éléments, et il y a notamment cet élément très puissant, même d'un point de vue mémoriel, j'ai envie de dire, c'est la présence des mots, c'est la présence des slogans, et on sait que l'art du sida, l'activisme sida, notamment du côté d'ACT UP, les slogans, les mots, les tracts, les flyers ont été extrêmement importants. Il y avait cette volonté-là aussi de rappeler ça dans le film, dans la façon dont vous l'utilisez. Oui, alors ça, c'est vraiment venu... c'est très présent, mais c'était aussi vraiment la pratique de... C'est drôle parce qu'on fait que ça, hein, c'est un ping-pong. Donc c'est la pratique, la façon dont Lionel filme aussi. On voit beaucoup dans le journal, c'est-à-dire que quand il est en manif, les images qu'on voit en général d'une manifestation, ça va être la foule, on va faire des interviews des gens qui défilent, etc. Mais Lionel, il avait vraiment cette conscience d'archiver, de documenter. Et donc les images existaient déjà. Et donc moi, en ayant connaissance, je voulais les montrer, mais d'avoir systématiquement, de filmer les pancartes, qu'on ait le temps de les lire, de filmer les banderoles, de filmer les tracts, de filmer les tags dans la rue. Donc dans Artistes en zone troublée, on voit Hervé qui fait un tag à un moment, mais en dehors de juste le faire, il avait vraiment ce soin d'être, ça c'est un vrai regard de cinéaste en fait, de regarder le quotidien à différentes échelles. Il y a les plans larges, mais aussi les gros plans. Et du coup, c'était, je pense, l'occasion vraiment de laisser une place à tous ces éléments-là qui constituent cette culture de la résistance, enfin tout ce qui a été mis en place, cette force collective, cette victoire, elle vient aussi de beaucoup de travail, donc il fallait montrer les formes de mobilisation dans les manifestations, dans les événements publics, mais aussi évoquer qu'il y avait des formes d'élaboration. Pour moi, c'était un point très important, qu'on voit les gens au travail, dans des moments de réflexion. Donc là, par exemple, en voyant un morceau du film, je trouve qu'on ne parle pas assez, par exemple, de Pierre Kneip, qui est la personne qui parle sur les traitements de SIDA, qui était le fondateur de SIDA Info Service, et qui parle des deux niveaux de prévention, la prévention pour éviter les transmissions et puis de prendre soin des personnes séropositives. Et en fait, cette prise de parole-là, elle a lieu dans un événement public organisé par Radio FG. Et donc, c'est un des nombreux moments où la communauté, y compris pas spécialement militante, est invitée à élaborer ensemble, à se dire voilà où on en est, qu'est-ce que vous en pensez, on veut vos retours. Lui-même dit qu'il écoute les retours, qu'il reçoit des appels sur la ligne d'écoute de SIDA Info Service, mais aussi de ces échanges constants. Et donc ça, je voulais que ce soit présent dans le film, qu'on voit aussi que c'était pas juste quelqu'un qui a eu l'idée de mettre une capote sur l'obélisque et que c'est comme ça que les personnes qui menaient cette lutte ont obtenu ce qu'elles voulaient, qu'en fait c'était énormément de travail, de réunions, de rapports de force, de réinvention constante des outils de lutte. Et donc ça passe aussi évidemment par une recherche de slogans. Il y a des slogans qu'on voit là qui n'avaient pas marqué l'histoire parce que c'était pas les plus forts. Il y en a que tout le monde connaît. Et voilà, c'était aussi une grosse période d'expérimentation, de créativité, portée par la survie. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des interventions, des questions dans la salle. Petit micro à disposition. Attends une seconde. En creux, c'est l'incompétence des autorités, l'inertie terrible, et la culpabilité aussi. Puisqu'on a vu qu'au sein de transfusion, il y a eu des condamnations.
Donc, pour avoir vécu aussi l'époque, étant médecin aussi, donc je peux dire que les gens qui s'intéressaient au VIH dans les années 85, ils étaient discriminés, ils étaient méprisés. Même Laurent Fabius, qui a été un des premiers à publiquement agir, par exemple en apportant les tests Abbott des États-Unis, alors que Pasteur n'avait pas encore mis le sien. C'était un concurrent industriel, donc c'était un coup pour l'État français. Mais il a quand même eu le courage de faire accepter les tests Abbott, avec retard, mais quand même, il les a fait venir. Ça, donc, et c'est vrai que si en tant que médecin, moi je m'engageais à l'époque, en étant anesthésiste, à faire des autotransfusions, c'est-à-dire qu'on prélevait le sang au début de l'opération pour repasser le sang au patient, éviter de venir du sang de banque. C'est vrai qu'on passait pour des pionniers, un peu utopistes et pédés quand même. Voilà. C'était vraiment l'image qu'il y avait des gens qui s'intéressaient à ça. Mais c'est vrai d'ailleurs que la dimension médicale n'est pas présente dans le film. Très peu, finalement. Et quelques traitements, enfin, premiers traitements sont évoqués, cités, mais la dimension médicale est absente du film. Là aussi, c'est quelque chose que... Parce que tu n'as pas filmé ces dimensions-là dans le journal ? En fait, dès que j'ai appris que j'étais séropositif, donc 84... j'ai été voir les médecins que j'ai vus qui m'ont suivi. Je les filmais. Ils étaient sur le grill à chaque fois et je voulais comprendre, savoir. Et puis il y a eu des revues, Action Traitement, d'autres auxquelles je me suis abonné, tout ça. Et donc il y a un discours médical, mais pas par les médecins, qui était un peu débordé à l'époque, il faut l'avouer. Et c'est le nouveau rapport médecin-malade, c'est-à-dire qu'on a un médecin qui ne sait pas quoi faire. Et donc le malade prend les choses en main. Et le groupe TRT5, avec Act Up entre autres, mais d'autres associations de lutte contre le sida, parce qu'il y a VLS, il y a Salancy, enfin bon, il y en a plein. On les voit dans le film, dans le salon des associations. Donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça non plus. Oui, la médecine, on passait notre temps à visiter les malades à l'hôpital, et puis ensuite les accompagner au cimetière ou à la crémation. Et face à nous, les médecins étaient dans l'inconnu complet. Donc, moi, en 95, le groupe Action Traitement me dit il y a un traitement qui n'est pas de l'AZT, qui est plusieurs médicaments ensemble, ça s'appelle la trithérapie. Et j'ai dit moi, Hervé, mon ami, est en train de mourir. Est-ce qu'on peut lui donner, etc. Certains l'ont eu parce qu'ils pouvaient payer. Et on n'a pas pu payer et Hervé est mort. Et sinon, pour répondre plus généralement à la question de la présence médicale dans le journal, c'est vrai qu'il y a très très peu du rapport personnel au médecin, parce que j'imagine, en fait c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé, mais que c'était pas forcément systématique d'emmener la caméra, voire même peut-être quand tu filmes à l'hôpital, en fait quand les médecins viennent on l'éteint, enfin ça c'est peu présent. Mais là où on a beaucoup de discours médical, c'est par la télévision. Donc là, c'est suggéré dans une séquence. En fait, il y a un moment où il y a beaucoup d'écrans de télé, parce que Lionel passait énormément de temps à filmer la télévision, ce qui est pas... Voilà, c'est là à peine suggéré, mais en fait, dans le journal, ça représente beaucoup de temps. Et par ça, dans le journal dans l'ensemble, on a aussi une conscience de l'époque et du coup du discours officiel des médecins, mais pas dans un rapport quotidien comme le reste du journal. Et là, c'est plutôt ce qu'on avait privilégié sur ce film. Donc l'idée, c'était d'avoir une séquence qui
ouvre sur cette idée de la présence de la télévision. Et donc on voit Willy Rosenbaum, par exemple, qui est sur un des téléviseurs. Bon, il n'est pas nommé, donc il faut vraiment le savoir. Mais à l'échelle de 2000 heures... Il y a quand même l'échange entre Klaus Welle et le représentant de la FLS. Girard de la DGS. La DGS, pardon. Ouais, c'est ça. C'est un moment incroyablement fort de cinéma, de militantisme, d'humanité. Enfin, c'est un moment incroyable quand même. D'avoir réussi à capter ça, c'est vraiment quelque chose de prodigieux. Parce que j'arrivais à Act Up dans les premiers, je filmais, enfin ça n'arrêtait pas, je filmais tout, absolument tout. Et bon, les caméras, genre la 6 ou je sais pas quoi, ils venaient, ils restaient 10 secondes, ils faisaient 2-3 plans pour 2-3 minutes, même moins, au journal télévisé, etc. Alors que bon, moi je restais tout le temps. Et voilà, est arrivé ce David Girard, Girard là. C'est pas David Girard, mais... Et cette scène avec Clouse, en effet, le ministre, enfin le directeur général de la santé disant il n'y a pas que le sida. Dans une association de lutte contre le sida, c'est aberrant, quoi. Voilà. Et Clouse était un être magnifique. Dans les Gay Pride, il est toujours habillé en ballerine rose avec des... Alors qu'il était gravement malade, il est mort peu de temps après. Bon, on voit peut-être l'urne, oui, ça, non, oui, on voit l'urne, oui. Voilà. D'autres interventions, questions ? Déjà, merci beaucoup pour le film. Et j'ai l'impression que vous filmez beaucoup tout ce qui est manifestation et tout ça, mais moins les actions, on dirait plus coups de poing qui sont restés dans la mémoire d'Act Up, les zaps et les choses comme ça. Est-ce que c'était pas filmé à l'époque ou est-ce que c'est un choix de montage Non, parce que Act Up, c'était comme la CIA, je veux dire, c'est militant, c'est militaire. Je veux dire que voilà. Donc le secret était. Enfin, on me disait, on m'a jamais dit, on va mettre un truc sur l'obélisque, parce que ça, ils en parlaient entre eux. Et moi, j'étais quand même avec une caméra, donc j'étais un peu gênant, quoi. Et donc je l'ai découvert à la télé, quoi, comme tout le monde. J'étais à la place de la Concorde, mais je l'ai même pas filmé parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était filmer ce qu'on ne voyait pas, voilà, ce qui n'était pas montré, quoi. Il y a ces moments magnifiques justement dans le défilé du 1er décembre avec les projections sur les murs. Moi, je me souviens très bien de ce moment. Je me souviens d'avoir été à cette manifestation. Et c'était un moment incroyable à vivre, d'une puissance émotionnelle très, très forte. Et cette puissance émotionnelle, elle est vraiment... on la retrouve complètement dans le film. Et en plus, avec le témoignage de Ludovic... voilà, je trouve que ça aussi, c'est quelque chose... ça fait partie de ces éléments d'une mémoire collective et aussi individuelle, enfin de tous les individus qui confectionnent une collectivité ou un collectif qui est vraiment ultra précieuse. Oui, je le pense aussi. Peut-être pour revenir un peu sur les manifestations, comme les actions coup de poing, donc en effet, tu n'avais pas forcément l'information. Et mince, j'avais un truc à ajouter, puis je l'ai perdu. C'est malin. Qui ne voulait pas être filmé, enfin, je veux dire, bon. Michel Crestel a fait dans Libération un excellent article sur le fait qu'Act Up allait dans les prisons. Et où le niveau de contamination était énorme, absolument énorme. Moi, j'ai François Dancheff, un ami qui est joué dans X, qui est mort à l'hôpital Hôtel Dieu. Enfin, tout le monde mourait à l'hôpital. Et là, je filme pas la mort. Non, je peux pas filmer la mort. Non. Donc, voilà, la mort de Michel Journiac, qui a eu un peintre, un des nouveaux réalistes, là, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a fait un portrait voilà, du
visages en cire, toujours ces visages. Quelquefois, il y a des sourires, mais là, il n'y en avait pas. Des sourires comme, vous savez, comme... Et là, il n'y en avait pas. Pardon, je ne sais plus. Je vais retrouver du coup. Qui a quand même des actions rares. C'est-à-dire que par exemple, dans les die-in, dans la séquence des die-in, donc où on en a 3 simultanés, le dernier, le premier à gauche, du coup, c'est une journée du désespoir de mai 93. Et ça, par exemple, c'est une action qui a presque pas été filmée, qui était une grosse action pour Act Up, en fait, qui mobilisait beaucoup de gens, mais qui n'a pas mobilisé la presse. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir le journal comme l'a à peu près expliqué Lionel, hein, comme un contrepoint des médias, c'est-à-dire que Act Up faisait des actions coup de poing qui étaient très visibles médiatiquement parce qu'il faisait venir 3 gros médias, il y avait 3 journalistes qui étaient au courant, qui faisaient des images, qui permettaient que les images puissent être reprises, etc. Et Lionel, derrière, lui, il restait quand les caméras partaient. Donc, il y a, dans le début du film, par exemple, il y a l'interview de Jean Le Bitou qui parle dans la manif contre le Sénat, quand le Sénat essaie de criminaliser en gros la transmission, pour résumer, c'est une des premières tentatives. Et le début de cette cassette, qu'on n'a pas montée, parce que c'était, voilà, il y a tout un truc d'économie dans le montage, hein, mais on voit Lionel qui arrive quand les caméras de télévision partent. C'est-à-dire que quand lui arrive sur l'action, en fait, on voit, je crois que c'est France 2, qui est en train de remballer ses caméras et de partir. Et on comprend ensuite, en déroulant la cassette, que Lionel arrive et que les militants se mettent là à dire leurs slogans, à sortir leurs banderoles. Donc en fait, la télévision a raté tout le cœur politique de la mobilisation. Voilà. Donc ça, c'est vrai que je pense qu'à l'échelle du journal, il y a cette idée-là. Et moi, c'est aussi mon travail en tant que cinéaste, et c'est des choses sur lesquelles j'ai été un peu... j'ai pris la parole publiquement. C'est-à-dire que je pense que l'histoire de cette épidémie, de façon générale, elle ne peut pas s'écrire au singulier, c'est forcément des histoires et une diversité de points de vue. Et que du coup, ces actions coup de poing, on les connaît déjà très bien. Elles sont d'ailleurs souvent référencées, représentées, etc. Prises dans des documentaires, dans des films de fiction, etc. Exactement. Et que du coup, c'est pas pour critiquer qu'elles existent, c'est important qu'on en garde aussi la mémoire et qu'on ne les oublie pas parce qu'elles ont été essentielles dans ces moments de lutte. Mais il y a, je pense, un enjeu aussi à avoir une diversité d'histoires, de points de vue, et à aussi documenter, comme on disait tout à l'heure, donc d'autres actions qui jouent à d'autres endroits, mais aussi parfois des échecs, et qui sont aussi importants dans la lutte que les succès spectaculaires. Très, très bref, parce que je crois qu'il faut qu'on s'en aille. Juste pour parler un petit peu de ce qu'on peut dire, mécanique des épidémies. Donc le sida a montré l'incompétence des autorités, et ce film, c'est un cri de colère. L'action d'Act Up, c'était une colère contre l'inaction des autorités, et c'est les associations qui ont fait le boulot pour démarrer. Voilà. Et ensuite, il y a eu toute la suite et compagnie. Et c'était aussi, il y a une base de discrimination qui est très nette. Alors après, on a vu le Covid, avec un début foireux, mais néanmoins très rapide. Et rapidement, c'est le président qui s'est occupé de gérer l'épidémie avec le quoi qu'il en coûte. Hein. Je pense que pour le sida, on n'a pas fait le quoi qu'il en coûte. Ensuite, il y a eu le monkeypox, et on s'est aperçu là aussi que ça touchait les PD, et que finalement, il y avait une grande mollesse aussi de réaction vis-à-vis du monkeypox, puisqu'on disait oui, il y a des stocks, mais on ne veut pas les utiliser, machin. On a laissé évoluer une épidémie, et il y avait besoin encore d'un coup de colère pour que ça bouge au niveau de cette nouvelle épidémie qui touchait les gays. Voilà. Et même d'une mobilisation associative, c'est-à-dire que c'est les associations oui. de santé, de prévention Donc santé c'est vrai sexuelle. que cette veille associative, antidiscrimination est très très importante, et c'est un film qui a beaucoup de sens historique, quoi. Et y compris sur l'actualité de l'épidémie de sida aussi, c'est-à-dire qu'on voit bien que les pouvoirs politiques aujourd'hui ont tendance à
à ne pas prendre en compte les conséquences sur les personnes séropositives des décisions, comme là il est rappelé, sur l'expulsion des personnes malades, qui en fait n'était pas une loi directement concernant les séropositifs, qui était une loi d'immigration qui était portée par les gouvernements de l'époque et qui avait des conséquences catastrophiques. Et il fallait que les associations de lutte contre le sida comme ACT UP prennent la parole pour que les pouvoirs publics pensent à ce cas de figure-là. Systématiquement, en tout cas, c'est vraiment la veille associative qui porte cette lutte. Ouais. Merci. Eh bien, il va falloir qu'on conclue. Juste 2 mots pour vous dire que le film a donc été initié par une exposition au MUSEM, qui était la première exposition en France autour du VIH-Sida, qu'il y en a donc une autre en ce moment même à Paris jusqu'au mois de mai, dans laquelle il y a un autre film de Lionel et de Stéphane. Donc je vous incite fermement à y aller, et je vous incite aussi fermement à continuer le festival Écran Mix pendant la semaine qui reste. Merci beaucoup de votre présence et merci à tous les deux. Merci.